Bonjour et merci Jean de rappeler mes origines, comme ça va excuser mon accent. Alors, on va commencer. Donc, la clinique des addictions est une pratique complexe, exigeante, mais aussi passionnante, car elle nous confronte parfois brutalement à des questions communes à tout être humain. Comment nous retrouvons-nous emprisonnés dans des cycles de répétition que nous ne parvenons pas à briser et dans des histoires qui deviennent de véritables destins? Comment traversons-nous les phases de changement de notre vie et les parenthèses d'instabilité qui en découlent? Quel est notre rapport au manque, à la perte, à l'absence? D'une certaine manière, une addiction interroge notre capacité à accepter d'être un être incomplet. Les addictions, par leur temporalité d'urgence permanente, par l'éternel recommencement au travers des rechutes, m'ont poussé à réfléchir au rapport entre crise, répétition et stabilité, de façon parfois surprenante, contre-intuitive, voire paradoxale. En effet, dans le sens commun, on associe souvent l'addiction à une déchéance, une dérive, une perte de limites. Or, pour la personne qui est dans une addiction, il s'agit plutôt d'un fonctionnement structurant, dans le sens où il y a une seule priorité, le produit, tout le reste devient secondaire, dans le sens où il y a des comportements qui se font de plus en plus ritualisés. En effet, les personnes consomment dans les mêmes moments de la journée, dans les mêmes lieux, avec une géométrie des gestes qui se répète jour après jour dans un temps suspendu. Et le sillage de ces répétitions constitue le seul ancrage. Et la relation au produit restitue une stabilité et une prévisibilité à celui qui est perdu et blessé relationnellement. Je pense à un patient qui me disait « l'alcool me poignarde, mais jamais dans le dos ». Il voulait dire qu'il était conscient des conséquences négatives, mais au moins il savait à quoi s'attendre. Et donc, quelque part, l'addiction permet de réduire la complexité d'une réalité qu'on ne parvient plus à affronter à une échelle plus petite et plus facile à agencer. De ce fait, décrocher du produit, ça veut dire aussi perdre cet échafaudage, ces semblants de stabilité qui dérivent des répétitions. Et rompre avec les produits signifie renouer avec l'incertitude, la déception, la surprise, les attentes et les inattendus propres à tout lien avec l'autre. Donc, quelque part, je vous parle d'addiction comme une recherche désespérée et un peu paradoxale d'équilibre et d'ancrage face à un monde qui rend puissant, face à des changements qui font chanceler. Et j'ai commencé à considérer l'addiction aussi comme un miroir d'une difficulté plus large à articuler les rapports entre changement et stabilité, entre crise et répétition. En effet, nous sommes éduqués à penser la stabilité et pas à nous intéresser à la grammaire de l'instabilité et du changement. Et donc, je me suis tourné vers ce que les systèmes vivants pouvaient nous apprendre à propos de ces deux thématiques, et en particulier la théorie du chaos et des systèmes complexes. Vous l'aurez compris, l'heure qu'on va passer ensemble va être un peu une promenade entre macrosystèmes et microsystèmes, entre regard sur le monde et sur notre pratique clinique. Commençons par la théorie du chaos. Disons que depuis des siècles, notre désir de connaissance nous a poussés avant tout à la recherche d'ordre, de répétition, de périodicité. Et c'est comme si la régularité était la seule voie pour comprendre la nature. Et cette quête d'ordre a donné naissance, bien sûr, à la méthode scientifique et façonné les savoirs humains dans toutes ces disciplines. Mais le prix à payer fut d'ignorer la structure du désordre, les motifs cachés dans l'irrégularité, la grammaire de l'excès. En effet, beaucoup de phénomènes chaotiques furent considérés comme des anomalies ou des exceptions dans un monde autrement supposé ordonné. Du moins jusqu'à la fin du XXe siècle, quand la théorie du chaos a offert un cadre scientifique pour comprendre le désordre. Une des contributions plus intéressantes est la notion d'attracteur étrange.
C'est-à-dire que si on analyse des phénomènes chaotiques avec des outils mathématiques spécifiques, l'espace des phases, on voit qu'il y a une structure cachée qui sous-tend tout phénomène chaotique. Donc on peut prendre des phénomènes très différents comme les crashs en bourse, la propagation d'une pandémie, les turbulences traversées par un avion ou les mouvements d'une foule en panique. Tous ces phénomènes partagent la même structure cachée. Une structure qu'on ne voit pas facilement parce qu'elle est dissimulée dans les changements. C'est-à-dire que les phénomènes chaotiques s'adaptent constamment à l'environnement et donc leur ordre est caché dans les mouvements et dans les changements. Donc c'est intéressant parce que même si nous associons normalement l'idée de structure à la régularité, il y a une structure qui émerge aussi du changement. Et ce qui est intéressant, c'est que la structure offerte par les changements est plus adaptative que celle offerte par la répétition. Je prends l'exemple du battement cardiaque humain, qui a bien sûr des parties de régularité, mais il y a aussi une composante chaotique qui est mesurable, c'est-à-dire qu'entre un battement du cœur et l'autre, il n'y a jamais le même intervalle. Et on a vu en fait que cette partie chaotique disparaît dans les périodes qui précèdent les arrêts cardiaques. Elle est plus forte chez les jeunes que chez les personnes âgées. Elle est plus marquée chez les sportives que chez les personnes sédentaires. La même chose pour l'activité électrique du cerveau, qui est aussi une composante chaotique mesurable, qui disparaît avant les crises d'épilepsie, où ça devient très périodique et régulier. Et donc, quelque part, en biologie, on dit que la périodicité est synonyme de pathologie, et le chaos est indicateur de bonne santé, de bonne adaptabilité. Et donc, quelque part, la théorie du chaos nous dit que les changements peuvent être plus adaptatifs que la répétition. Et puis, on peut passer à la théorie des systèmes complexes. Alors, vous connaissez tous l'image de gauche, elle est un peu serrée, mais pour question d'espace. Mais c'est la distribution normale, la courbe en cloche, la distribution gaussienne. On nous apprend à l'école que les phénomènes sont décrits par cette distribution. Or, la distribution normale décrit la stabilité. C'est-à-dire, elle peut nous indiquer l'âge moyen des arbres d'une forêt ou des personnes dans cette pièce. Mais elle ne nous dit rien sur comment cette forêt pourrait brûler ou sur comment nous traversons les crises. Car c'est plutôt l'image de droite qui décrit ça. Ça s'appelle loi de puissance et nous dit que les systèmes complexes traversent énormément de petits changements et quelques rares et brutales crises, pas vraiment d'événements moyens. Il y a vraiment énormément de phénomènes de crises en nature qui sont décrits par cette loi. Par exemple, les tremblements de terre, les incendies, les pandémies, mais aussi les guerres, les attentats, ou la vie sur Terre elle-même. Par exemple, si on pense à l'évolution de la vie sur Terre, on a eu 5 épisodes d'extinction massive, le 6e est en cours maintenant, et le reste du temps, c'est une extinction presque inexistante. On appelle ça background extinction, extinction de fond. C'est-à-dire que la nature n'est pas faite d'événements moyens, mais il y a une multitude de petits ajustements et puis quelques grandes crises. Et d'ailleurs, les petits ajustements constants souvent suffisent pour s'adapter à ce qui nous entoure, mais parfois, faire face au réel, s'adapter à notre environnement, exige d'abandonner des formes antérieures de stabilité, de traverser une parenthèse d'instabilité et de laisser émerger après un nouvel équilibre. D'ailleurs, je peux prendre des exemples un peu plus agréables que les attentats ou les guerres. Si vous pensez à ce qui se passe quand vous tombez amoureux, quand vous déménagez de pays, quand vous accueillez votre premier enfant, c'est toutes des situations dans lesquelles vous ne pouvez pas juste vous accrocher à votre fonctionnement précédent. Il faut laisser aller, il faut traverser une phase d'incertitude et puis trouver une nouvelle forme de stabilité. Donc, les crises ne sont pas des exceptions ou des erreurs, mais notre manière, en tant que système, de traverser les changements. Ce sont cette partie de nous qui nous permet d'explorer, de découvrir et de nous adapter. La stabilité ne s'oppose pas au changement, mais elle est nourrie par les changements.
Bateson disait que la pathologie dérive de l'épistémologie, c'est-à-dire des idées qu'on utilise pour regarder et se positionner dans le monde. Je pense que les idées qui nous font associer stabilité à la répétition et crise à danger sont lourdes en conséquences, car souvent, face à un changement qu'on hésite à traverser, on peut se réfugier dans la répétition d'un fonctionnement connu, même quand il nous fait souffrir. Je pense en effet qu'une bonne partie de ce qu'on appelle symptômes dérive de l'évitement d'une crise plutôt que des conséquences de la crise elle-même. Et maintenant, je voulais vous montrer comment ces réflexions ont modifié ma façon de travailler avec les addictions. J'ai proposé donc un modèle qui prend les addictions dans différentes phases, c'est plus de phases que des types séparés, en les situant le long d'une continuum entre chaos et périodicité, entre crise et répétition. Le premier, la phase A, je l'appelais hésitant sur les bords d'une crise. C'est un peu l'addiction telle que je l'ai décrite au début de la présentation. C'est-à-dire que confronté à un changement qu'on ne parvient pas à affronter, nous pouvons chercher un repli, voire un refuge dans le monde à petite échelle de l'addiction. Un monde avec une seule priorité, les produits, un monde bâti autour des rituels de consommation, qui structure le temps et qui offre un semblant temporaire de stabilité. Un peu comme les muscles se rétractent face à la douleur ou à la peur, nous nous réfugions dans un espace exigu mais prévisible. Au début d'ailleurs ça fonctionne, dans le sens où vous n'aurez jamais quelqu'un qui vient vous dire je consomme depuis 3 semaines. Mais avec le temps, les conséquences négatives s'accumulent jusqu'à arriver à un seuil critique qui est témoigné par ce que j'appelle événement de rupture. Ça peut être un accident de voiture, un problème au travail, un problème physique. Et ceci met en lumière un peu les limites de l'équilibre offert par l'addiction. Et à ce moment-là, il y a une demande qui émerge, mais c'est une demande ambivalente. En grec, il y a un mot, pharmakon, qui veut dire à la fois poison et médicament, selon les contextes. Une addiction est un poison et un médicament. C'est une tentative de solution à une difficulté qui en engendre plein d'autres. Et cette duplicité se reflète aussi dans la demande qui est ambivalente. Donc la phase A, c'est un système qui hésite entre un changement qu'il n'arrive pas à affronter et les replis dans l'équilibre temporaire de l'addiction. Les caractéristiques, c'est qu'il s'agit d'une addiction relativement récente, moins de 2 ans, où la personne est encore insérée socialement et professionnellement, où l'addiction, la consommation est limitée à certains contextes de la vie de la personne, où elle joue un rôle spécifique. Et à niveau d'approche thérapeutique, pour moi, il est aussi duplice, c'est-à-dire il faut d'abord offrir un cadre de stabilité par la cure, car quand on arrête un produit, on perd l'échafaudage de la répétition. Mais après, il faut accompagner ces systèmes vers cette crise dont les symptômes ont une tentative d'évitement. Je peux prendre l'exemple d'un patient, Paul, qui était un jeune qui rêvait d'être journaliste, mais qui a abandonné ses études quand son père a demandé, ou plutôt exigé, qu'il aille travailler avec lui dans l'entreprise familiale, comme lui et comme son père avant lui. Et donc, Paul, face à l'ennui d'une vie qu'il n'avait pas véritablement choisie, il a commencé à consommer la kétamine, d'abord le week-end, et puis le matin, jusqu'au moment où il n'était pas capable physiquement d'aller travailler. Et la première séance à l'hôpital, Paul m'a dit « La kétamine est mon avocat qui dit non à mon père à ma place ». Donc, vous voyez ici, bien sûr, la cure peut aider Paul à s'éloigner de la kétamine, mais surtout, il faudra après accompagner ces systèmes à travers la crise qui est pour eux la différenciation. Sinon, il risque de retourner vers le seul refuge qu'il a trouvé pour l'instant. Et parfois, la fenêtre de crise ne suffit pas pour faciliter un changement.
et les systèmes se structurent plus stablement autour du produit. Les rituels de consommation finissent par remplacer alors les rituels familiaux. Et il y a une alternance entre période de consommation et période d'abstinence, avec une certaine régularité. Donc c'est un fonctionnement à deux phases, dont l'une est la solution de l'autre. C'est-à-dire que quand la phase de consommation a des conséquences négatives qui atteignent un certain seuil, il y a une demande de soins. Donc les soins sont la réparation de la phase de consommation. Mais en fait, l'abstinence après se limite à l'arrêt du produit et rien d'autre changé. Et donc, quelque part, à un moment donné, c'est plus tenable et on retourne vers la phase de consommation. D'ailleurs, le dispositif de soins est convié à un rôle de refuge plutôt que de facilitateur du changement. Et si pour les types A, j'avais parlé des demandes ambivalentes, ici, c'est plutôt une demande intermittente, c'est-à-dire elle est très forte dans les périodes de consommation, dans les registres de l'urgence, et puis elle disparaît une fois l'abstinence entamée. Car l'abstinence est vue juste comme l'absence du produit. Or, l'abstinence n'est jamais un objectif, mais c'est un moyen pour des changements plus larges. Les caractéristiques du type B ici, c'est que c'est une addiction qui est là depuis plus de 2 ans, où il y a un sentiment de répétition parce qu'il y a des rechutes qui ont lieu dans les mêmes circonstances, il y a des narratives similaires, des comportements similaires dans la cure aussi. Et l'approche thérapeutique est très différente que pour la phase A, parce qu'ici, il n'est pas question de stabiliser, vu que c'est déjà trop stabilisé. Il faut plutôt amplifier la crise et cesser d'être un refuge. Je dis ça parce que quand vous avez un patient qui fait 4 cures, on dit souvent qu'il rechute, qui répète, mais en fait, je pense que c'est surtout nous qui répétons la même thérapie, en fait. Donc, c'est surtout nous qui devons penser à comment introduire de la nouveauté dans notre processus de soins. Et puis, il faut voir l'abstinence telle qu'elle est conçue et bâtie par les systèmes comme tout aussi problématique que la phase de consommation. Et se demander, mais qu'est-ce qu'il manque dans cette phase d'abstinence qui lui empêche de durer? Et puis, je pense qu'à niveau thérapeutique, c'est très important et très riche aussi d'utiliser les médias. Pourquoi? Parce que dans les types B qui s'est structuré autour du produit, le produit est devenu un mécanisme régulateur de la relation qui gère les transitions, l'intimité, les pouvoirs. Je pense par exemple à une femme qui me disait « Je ne sais pas avoir des rapports intimes avec mon compagnon sans avoir consommé ». Ou un autre patient qui me disait « Pour exprimer les émotions à mes parents, je dois avoir bu ». Ou un couple qui me disait « On n'ose pas les désaccords et les conflits, sauf quand on a consommé ». Donc tous ces récits nous montrent comment les produits peuvent devenir un tiers qui régule la relation. Mais cette tendance à trianguler peut être utilisée aussi en tant que levier thérapeutique. C'est pour ça que je parle de l'utilisation des médias, parce que c'est très riche dans le fait de soutenir la possibilité d'une parole qui est autrement affaiblie et désabusée. Je pense par exemple, dans l'hôpital où je travaille, à l'utilisation des films. Donc on montre un film sur les addictions et puis le lendemain, il y a un groupe de paroles. Et c'est intéressant parce que quand les patients parlent du personnage, ils racontent beaucoup plus sur eux-mêmes que si on leur pose une question. Ou alors j'utilise l'écriture, je leur propose d'écrire une lettre au produit comme si c'était une personne. Ou la photographie, de choisir une image qui puisse représenter la place du produit dans leur vie. Et ce qui donne accès à un langage plus métaphorique. Donc tout ce type de tiers thérapeutiques fonctionne particulièrement bien avec ces patients qui se sont habitués à trianguler tout le temps. Et puis, il y a les risques de glisser vers un fonctionnement encore plus périodique et répétitif. C'est quand les conséquences de la consommation ne suffisent même plus pour produire un arrêt de produit. C'est-à-dire que la personne rechute dès qu'elle est en dehors du cadre thérapeutique. C'est des personnes qui sont hospitalisées, premier jour dehors, rechutent.
Quelque part, c'est comme si l'addiction devenait absolue. Ce n'est plus une tentative de solution, mais de dissolution, car les produits dominent chaque aspect de la vie. Des caractéristiques du type C, c'est d'abord une dégradation généralisée. C'est des patients qui ont des problèmes physiques aigus et chroniques. Il y a une dégradation aussi à niveau social. Il y a une perte de logement, perte de travail, une multitude de ruptures. C'est comme si les patients perdaient sa capacité à se relier en vie collective et se retrouvent souvent en marge de la société. Il y a aussi un autre aspect qui est plus clinique, c'est le fait que l'addiction perd un peu sa fonction initiale. C'est-à-dire que si quelqu'un consommait au début pour rappeler à soi un partenaire qui s'éloignait ou pour traverser la solitude, maintenant il consomme car il consomme tout le temps. Et donc à niveau clinique, c'est aussi plus difficile de faire des hypothèses. Et puis un autre élément, c'est le fait que la perte de complexité invite l'intervention du macrosystème. C'est parce que quand un système perd complexité, quand il perd la capacité à s'adapter à l'environnement, normalement c'est le macrosystème qui intervient pour compenser. Et donc ici on le voit parce qu'il y a l'école, les tribunaux, la police, il y a plein d'acteurs institutionnels qui interviennent pour compenser quand il y a la parentalité qui se délite, quand il y a des passages multiples aux urgences, quand il y a des accidents. Si donc pour les types A, la demande était plutôt ambivalente et pour les types B, intermittente, ici elle est indirecte et éparpillée. Indirecte car elle est portée plus par un corps en souffrance que par la parole. Elle est éparpillée car elle est portée aussi par une multitude d'acteurs sociaux, institutionnels, plus que par la personne toute seule. Ici, l'approche thérapeutique, d'abord, c'est de reconnaître qu'on est face à un fonctionnement périodique et donc il faut passer, du moins temporairement, d'une perspective de changement à une perspective de réduction des risques, de mise en sécurité, de stabilisation, car c'est des patients qui risquent de mourir. Puis il faut consolider les ressources, car même dans les situations plus désespérées, il y a des ressources quand même qui restent, si on les cherche. Et puis, il faut offrir un cadre thérapeutique non jugeant et collectif. Je dis non jugeant parce que c'est des patients vraiment qui ont besoin d'un miroir à partir duquel retrouver une image positive de soi. Et collectif parce que la relation au produit avait remplacé toute relation à l'autre et donc c'est important qu'ils puissent réapprendre à se lier socialement. C'est pour ça aussi que c'est important que les phases de transition entre l'intérieur et l'extérieur du cadre des soins soient accompagnées par des équipes mobiles, par exemple. Et puis peut-être, plus tard, la personne pourra s'éloigner de ces fonctionnements purement périodiques pour renouer avec la capacité à traverser un changement. Donc pour conclure la présentation de ces modèles, je dirais que nous avons tendance souvent à confondre répétition et stabilité. Mais la théorie des systèmes nous montre que les crises ne sont pas des erreurs, mais notre façon de traverser les changements. Et que la véritable stabilité ne dérive pas de l'évitement de la perturbation, mais de notre capacité à la traverser. Et que c'est en travaillant avec et non contre l'incertitude que nous pouvons aider les individus et les familles à découvrir de nouvelles voies de changement. C'est un peu comme pour les bâtiments antisismiques. Si un bâtiment antisismique tient quand il y a des secousses, ce n'est pas parce qu'il est rigide et résiste aux secousses, mais c'est parce qu'il les accompagne. Mais si je prends un verre d'eau. Si les crises font partie de nous, de notre fonctionnement, alors comment expliquer la multiplication des crises auxquelles nous sommes confrontés actuellement? Crises sociales, migratoires, géopolitiques, écologiques. Je pense que nous multiplions les crises car nous cultivons l'illusion
de pouvoir les éviter. Et je pense ça aussi à travers certaines idées. La première est l'illusion de contrôle. C'est-à-dire que, en général, pour éviter une crise qui, par définition, est difficile à anticiper, ce qu'on a tendance à faire, c'est éliminer toute perturbation dans l'idée que ça pourrait s'amplifier et devenir une crise. Or, ça a l'effet contraire. Ça provoque ce qu'en théorie des systèmes on appelle état supercritique, c'est-à-dire ça retarde la crise, mais ça augmente sa portée. Alors pour l'illustrer, je vais prendre l'exemple d'un système biologique, une forêt. Alors, pendant plus d'un siècle, dans les parcs américains, les gardes forestiers avaient la règle d'essayer d'éteindre tout petit feu, dans l'idée qu'un petit feu pouvait se propager et devenir un grand incendie. Mais en fait, ils ont vu que ça a l'effet contraire, de créer des incendies encore plus forts. Pourquoi? Parce que la perturbation dans un système permet au système de se rééquilibrer. Et par exemple, un petit feu réduit la densité de la végétation, réduit l'âge moyen des arbres, et les arbres plus jeunes brûlent plus difficilement, crée des zones tampons sans végétation, et donc le petit feu, en fait, permet de créer un équilibre dans lequel, s'il y a des grands incendies, ils sont limités et pas amplifiés. Donc, chercher à éviter une crise en supprimant tout changement ne fait que générer des crises plus grandes. Et puis, l'illusion de pouvoir éviter toute crise et de contrôler tout changement s'exprime aussi à travers une autre idée, qui est celle de rechercher l'homogénéité et de rejeter la différence, comme dans les familles enchevêtrées, les sectes ou les régimes totalitaires. Je vais prendre à nouveau l'exemple d'un système biologique, les abeilles. Dans les ruches, il y a une température constante de 35 degrés qui est maintenue par les abeilles, pas avec un mécanisme centralisé, donc il n'y a pas un chef qui dit il faut faire ça, mais chaque abeille a un thermomètre interne qui la fait réagir, et donc quand il fait trop chaud, elle s'éloigne et elle ventile, et quand il fait trop froid, elle se serre, elle augmente le métabolisme et ça chauffe. Mais en nature, les essaims d'abeilles sont très différenciés génétiquement. Et donc, en fait, quand il y a une petite variation de température, seulement certaines abeilles s'activent et souvent ça suffit en fait pour maintenir l'équilibre. Et si jamais la température continue à se modifier, alors progressivement les autres s'activent aussi. Mais donc, il y a un changement constant mais très doux. Et les hommes ont essayé de se poser la question de qu'est-ce qui se passe si on crée des essaims d'abeilles avec seulement un mâle, donc avec la même génétique. Ils ont vu que le thermomètre interne est identique, et donc quand il y a une petite variation de température, personne ne réagit, et quand ça dépasse un seuil, tout d'un coup, tout le monde s'agite. Et donc, ça crée moins de changements, mais beaucoup plus fort. Et on peut voir aussi ça dans les systèmes économiques. Un marché très homogène réagit de façon synchrone et est plus exposé aux crises, et un marché différencié réagit de façon plus fluide. On peut voir aussi ça dans les systèmes politiques. Si vous pensez au régime totalitaire, c'est des systèmes qui cherchent à éliminer toute forme de dissidence, de différence interne, et donc ils offrent une image d'immobilisme, ça ne change pas. Mais quand il y a une crise, elle est brutale. Si vous pensez à Kadhafi en Libye ou à Bachar al-Assad en Syrie, c'est des régimes qui durent des décennies de façon immobile et puis ils s'effondrent en 24 heures. On peut penser aussi, toujours pour chercher quelque chose de plus gai, un système thérapeutique. Si vous avez une équipe très homogène où tout le monde s'est formé au même endroit ou qui travaille ensemble depuis longtemps, c'est très efficace parce que ça fonctionne un peu en automatique, mais c'est une équipe qui partage aussi les mêmes angles morts. Et donc, quand il y a une crise, souvent c'est très fort, passage à l'acte, quelque chose de compliqué. Quand il y a une crise quand il y a une équipe avec un peu de différences internes, c'est une équipe qui doit s'offrir un débat plus souvent, un ajustement plus constant, mais c'est plus rare qu'il y ait un changement que personne ne voit venir. C'est pour ça que c'est important de maintenir une certaine forme de différence à l'intérieur d'un processus de soins. Donc,
Nous essayons d'éviter les crises par le contrôle. Nous essayons à nous rassurer en nous réfugiant dans l'homogénéité et dans la ressemblance. Mais pour traverser les crises, il faut accepter la compagnie de l'incertitude et de l'altérité. Mais je pense qu'en plus que ces deux idées, le contrôle et l'homogénéité, il y a d'autres idées qui alimentent notre incapacité à faire face au changement et qui dérivent de notre rapport au temps et à l'espace et des idées qui guident notre rapport au temps et à l'espace. Je commence par l'espace. Nous avons tendance à considérer l'environnement comme étant séparé de nous et l'espace comme une espèce d'étendue objective, mesurable, comme vide, comme un contenant dans lequel les choses se passent. Or, ce n'est pas le cas parce que l'espace est une dimension intrinsèquement liée à notre identité et à notre fonctionnement. Déjà, le rapport à l'espace est régi par des règles culturelles. L'anthropologue Edward Hall disait que l'espace que nous acceptons de partager définit la nature de la relation. Il y a des règles comme l'intimité, c'est moins de 45 cm, ce qui permet le toucher et l'échange d'odeurs. L'amitié, c'est jusqu'à 1,5 m. La socialité plus large, 2,5 m, 3 mètres. Et les cérémonies publiques, 3 mètres. D'ailleurs, si vous avez quelqu'un avec qui vous n'êtes pas intime qui s'approche à moins de 45 cm, vous vous sentez envahi. Ou pour les cérémonies publiques, vous pouvez penser à un mariage, des funérailles, mais aussi à une conférence de systémique, parce qu'entre moi et vous, il y a 3 mètres. Alors, nous n'avons jamais appris cette règle à l'école, mais nous la partageons et nous continuons à la reproduire. Par-delà des règles, il y a quand même aussi une négociation continue, une danse interactionnelle qui permet de réguler la distance, l'intimité, de définir la relation. D'ailleurs, si vous êtes forcé à partager un espace exigu avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas de proximité, vous utilisez les mécanismes non-verbaux pour remettre de la distance. Un exemple, c'est l'ascenseur. En général, dans l'ascenseur, les gens ne se regardent pas. Si quelqu'un vous regarde dans les yeux, de nouveau, vous vous sentez un peu envahi. Donc, je réponds à Václavic qui disait que le non-verbal est une proposition relationnelle. Je dirais que le partage de l'espace est une proposition relationnelle aussi. Et Philippe Bonin, qui est un anthropologue et architecte, disait aussi que l'espace est là où on construit la pensée. Il disait que c'est notre langage primaire qui précède même la langue maternelle. Alors nous sommes bien sûr baignés dans le langage depuis la naissance, mais avant que les mots n'acquièrent une quelconque signification pour nous, nous construisons la pensée dans l'interaction de notre corps avec d'autres corps dans l'espace. Être bercé, être nourri, être porté, être en contact, l'intersubjectivité qui nous construit est forgée dans l'espace. Et d'ailleurs, nos premières expériences significatives sont des expériences de l'espace. Et même une fois acquis le langage, dans le langage lui-même, on garde des traces de ces expériences. Dans ce que Lakoff et Johnson appelaient métaphores primaires. Par exemple, si je dis que quelqu'un est en train de me lancer, non, vous êtes tous gentils, mais si quelqu'un me lance un regard froid et distant, je dirais froid et distant pour décrire un manque d'affection, car mes premières expériences d'affection sont liées à la proximité et à la chaleur du corps de mes parents. L'architecte Tadao Ando disait que les corps articulent le monde réciproquement. Par exemple, si je vous demandais de décrire le béton de ces murs, vous direz probablement que c'est une matière froide et dure. Tadao Ando disait que si on dit que le béton est froid et dur, on définit par la même occasion notre corps comme quelque chose de chaud et de doux. Donc on construit la représentation de l'environnement à partir du corps et la représentation du corps à partir de la relation à l'environnement. D'ailleurs, je pense que l'espace peut être aussi un miroir des difficultés et des changements qu'on traverse. Dans mon expérience clinique, j'ai été frappé souvent par comment les différents symptômes se traduisent dans une relation différente à l'espace. On peut penser par exemple aux patients dépressifs où ils négligent l'espace autour d'eux tout autant qu'eux-mêmes.
dans une réplique à la fois relationnelle et spatiale. Ou on peut penser aussi au deuil. Si vous avez un système qui traverse un deuil difficile, on dit souvent que le temps s'arrête. Mais je pense que l'espace se fige aussi. En général, les gens laissent la place vide à table, les vêtements dans l'armoire, les objets là comme les derniers jours, comme si la personne pouvait revenir à tout moment. Et c'est seulement plus tard, quand le système se réorganise, quand il arrive à faire une place à l'absence et à reprendre à vivre, ça se traduit aussi par une modification de l'espace. Souvent, ils changent la place à table, ils choisissent quelle photographie garder, quelle mettre à côté. Donc le système fait une place à la mémoire, mais aussi à la vie. Ou on peut penser aux addictions. Dans les addictions, il y a une perte progressive de la capacité à investir l'espace. En effet, l'espace est occupé uniquement s'il participe au rituel de consommation, que ce soit l'intérieur de la maison ou l'espace public. Il est lié uniquement au rituel de consommation et tout le reste est délaissé. D'ailleurs, ces espaces conservent une mémoire de gestes qui peut alimenter la consommation. Si vous mettez les patients dans certains lieux, ça peut les exposer plus facilement à une rechute. Mais inversement, j'ai aussi remarqué que les moments charnières en thérapie sont témoignés par une envie de modifier l'espace. J'ai beaucoup de patients qui marquent le début d'une période d'abstinence par l'envie ils me disent je veux repeindre les murs, je veux changer les meubles, je veux changer les trajets quotidiens, je veux changer, j'ai besoin de plus de contact avec la nature. Et donc, ceci m'a fait réfléchir. J'ai commencé à réfléchir au lien entre espace et processus de soins, car je pense qu'un cadre thérapeutique est aussi une expérience de l'espace qu'on offre à nos patients. L'artiste japonaise Chiharu Shiota disait que nous avons 3 peaux. La première est celle-ci. La deuxième, c'est les vêtements qui instaurent déjà une limite avec l'autre et qui racontent quelque chose à propos de nous. Et la troisième peau, c'est nos murs, nos bâtiments, nos architectures, qui ont une influence très forte sur nous. L'architecte Mies van der Rohe disait que l'architecture est la volonté d'une époque traduite dans l'espace. Pourquoi ? Parce que l'organisation de l'espace véhicule une vision de l'être humain et des relations sociales. Si vous pensez à l'Égypte ancienne, les marches menant au pharaon étaient disproportionnées, étaient trop grandes pour faire sentir physiquement le sens d'infériorité qu'il y avait, la différence de pouvoir entre le pharaon et les peuples. Où la chancellerie d'Hitler était construite avec un couloir interminable de 200 mètres menant à son bureau, pour faire ressentir physiquement l'écart qu'il y avait entre lui et les autres. Ou je peux penser maintenant à Bruxelles où j'habite, les bancs sont construits de sorte qu'on ne puisse pas se rallonger. On ne peut pas dormir sur ces bancs. Donc c'est des bancs anti-SDF. Et donc là, l'organisation de l'espace est faite pour transmettre à la population la plus précarisée le message qui est « vous n'êtes pas bienvenu dans l'espace public ». Donc l'organisation de l'espace peut alimenter et maintenir des dynamiques d'exclusion sociale. Mais au contraire, ça peut aussi participer à la thérapie et au changement. Il y a en effet certains types d'organisation de l'espace qui alimentent le bien-être et le changement. Par exemple, ce qu'on appelle architecture biophilique, qui est une architecture qui garde un contact constant avec la nature et qui stimule tous les sens et les mouvements. Je vous montre 2 exemples. Ici, c'est un aéroport et un musée. Mais on a fait des recherches sur les hôpitaux, sur les lieux de soins. Et c'est intéressant parce qu'on a vu que ce type d'espace a comme effet d'améliorer l'orientation des patients dans l'espace, de réduire le niveau de stress, de réduire la durée des hospitalisations. Et ceci, pas uniquement pour des problèmes psy, mais aussi pour une fracture. Ça réduit aussi la prise de médicaments, ça améliore la relation avec l'équipe, ça diminue l'inflammation du système nerveux et ça augmente la plasticité neuronale, etc., etc. Il y a énormément vraiment d'effets. Et puis,
j'ai parlé des natures, mais il y a aussi tous les sens. Par exemple, les sons. Ici, chez vous, en Suisse, il y a à Bâle un centre qui s'appelle Rehab, qui est construit par deux architectes suisses, Herzog et de Meuron, qui est fait en utilisant des matières comme le bois, qui élimine les bruits de fond et qui met en valeur la voix humaine et la musique. Ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de recherches qui montrent que l'exposition au bruit constant augmente le risque de suicide, d'anxiété, de dépression. Ça réduit aussi le volume de l'hippocampe et altère les capacités de mémoire. Ou alors, on peut prendre aussi l'exemple de la lumière. Au Japon, on a commencé à mettre des lumières bleues qui sont apaisantes dans les gares. Et on a vu que dans ces gares, les taux de suicide a chuté de 80% en 10 ans. Alors, les gens peut-être se suicident chez eux, je ne sais pas. Mais au moins, dans cet endroit, la pulsion est apaisée par la lumière. Et d'ailleurs, la lumière naturelle est très importante. Elle réduit directement le niveau de cortisol et crée un lien avec l'extérieur et facilite la connexion au passage du temps. Et puis il y a les mouvements aussi. Les Romains disaient solvitur ambulando, qui veut dire cela se résout en marchant. Car la marche mobilise nos corps, mais nos ressources aussi, et nous permet de voir les problèmes différemment. D'ailleurs, marcher, c'est un dispositif privilégié pour un système pour entrer en équilibre et pour nous, pour entrer en relation. Je ne sais pas si vous le savez, mais chaque ville possède une vitesse moyenne de marche et des débits de parole. Il est en constante mathématique et plus la ville est grande, plus les gens marchent vite. Donc, si vous habitez dans un village, vous marchez plus lentement qu'à Tokyo. Ce qui est intéressant, c'est que si vous déménagez à Tokyo, vous commencez à marcher aussi vite que les autres. Parce qu'on se relie à l'autre par la marche, par les mouvements. Le mouvement est un mécanisme qui permet aux parties d'un système de rentrer en équilibre. Vous pouvez le voir aussi, par exemple, si vous pensez à ce qui se passe quand vous marchez avec quelqu'un. Quand on marche seul, on a une vitesse qui nous est propre. Et quand on marche avec quelqu'un, on s'ajuste l'un à l'autre et on crée une vitesse commune qui est la vitesse de la relation. Et quand ceci ne se produit pas, par exemple, si la personne marche plus vite ou traîne derrière, vous ressentez un décalage relationnel avant même que spatial. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Ou si vous n'avez jamais marché avec un patient, il y a quelque chose qui se crée, mais c'est difficile à faire quand le patient est fortement en crise. Par exemple, un patient qui hallucine ou qui décompense, c'est difficile de trouver cette vitesse commune. Donc marcher, c'est quelque chose qui nous permet d'entrer en relation, de voir différemment nos problèmes, et c'est un mécanisme qui permet aussi d'inviter le corps à rejoindre la pensée. Et si on revient aux addictions, je pense que dans la mesure où l'addiction crée un rapport rigide et répétitif à l'espace, je pense que c'est important d'offrir un cadre dans lequel la personne puisse reprendre le mouvement, la découverte et trouver un équilibre entre la possibilité de se décrocher, de se replier, de s'isoler et la possibilité de s'accrocher, d'aller vers l'autre, de partager. Donc un cadre thérapeutique qui puisse offrir une alternance entre ancrage et exploration, entre choix et contrainte, entre lieux définis et lieux qu'on puisse s'approprier autrement, pour aider les sujets à retrouver sa capacité à investir l'espace autour de lui. Et après la transition offerte par le cadre thérapeutique, l'abstinence aussi passera par la capacité à redécouvrir l'espace, à le réapproprier, à créer une articulation entre lieu de rencontre et lieu de séparation, sans, cette fois-ci, l'intermédiaire du produit. Je pense aussi que c'est important de ne pas parler uniquement des lieux de soins, mais aussi des soins des lieux. Au Japon, il y a une pratique, Soujin no Jikan, qui veut dire heure de nettoyage. En fait, les enfants à l'école primaire passent la dernière heure à nettoyer l'établissement, tout seuls, sans adultes. Et l'effet de prendre soin de leur environnement crée un lien plus fort à l'espace et donne de la valeur aux activités qui ont lieu en son sein. Je pense que c'est très important parce que prendre soin des lieux, ça veut dire
prendre soin de soi-même. Et investir l'environnement veut dire s'ancrer en tant que sujet. Donc l'espace peut être notre co-thérapeute et notre miroir. Maintenant, on va passer au temps. On a encore le temps de parler du temps. Oui. Ça va suffire. Donc le temps aussi, on le voit souvent comme une dimension séparée de nous, objective, mesurable. Mais en fait, l'expérience du temps, il y a plein d'éléments différents. D'abord, la biologie. Plus le métabolisme est accéléré, plus on fait l'expérience du temps ralenti. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à attraper une mouche. C'est parce que pour vous, c'est un mouvement rapide, mais pour un insecte qui a un métabolisme accéléré, c'est très lent. C'est la raison aussi pour laquelle, pour les enfants, les temps s'écoulent plus doucement. L'été est infini. Alors, il y a des raisons concrètes, ils ont plus de congés que nous, et des raisons psychologiques aussi, dans le sens où moins d'années on a devant nous, plus on angoisse par rapport à la mort, plus ça nous paraît vite. Mais il y a des raisons physiologiques aussi qui montrent que les enfants ont une expérience du temps ralentie. Et vous pouvez un peu imaginer ça si vous pensez à ce qui se passe quand il y a un accident de voiture. Vous rentrez en hyperactivation et les quelques secondes de l'accident vous paraissent très longs. Le temps se dilate. Et puis il y a le langage, parce que chaque langue offre des mots différents pour penser le temps. Et de façon générale aussi, le langage permet de penser le temps par-delà les limites de la biologie. Beaucoup d'espèces ont un sens du temps, mais nous sommes la seule qui peut penser le temps par-delà la perception. Je peux dire 1 milliseconde, vous comprenez que je parle d'une fraction d'une seconde, mais notre corps ne peut pas la ressentir. Ou je peux dire 3 siècles, vous me comprenez, mais je ne veux pas vivre 3 siècles. Et puis il y a la culture, car chaque culture offre une métaphore spatiale pour penser le temps. Chez nous en Occident, c'est la métaphore d'une ligne qui est comme dans le sens de l'écriture, de la gauche vers la droite. D'ailleurs, si je vous demandais de faire une ligne du temps, vous allez tous mettre le passé à gauche, le présent au centre et le futur à droite. Ça peut influencer la perception aussi. Si je vous montrais une série de photographies et je vous demandais d'estimer le temps d'exposition, en général, les gens font ça très bien. Mais si je vous montrais la photo d'une ligne longue, vous allez tous surestimer le temps d'exposition parce que ça fait interférence avec la métaphore qu'on utilise pour penser le temps. D'autres cultures utilisent d'autres métaphores pour penser le temps. En Nouvelle-Guinée, par exemple, c'est une métaphore liée à leur environnement qui est très collineux. Et donc, quand ils parlent du passé, ils pointent le fond de la vallée parce que le passé, on les connaît, tout comme on peut voir la vallée. Et quand ils parlent du futur, par exemple, demain, dans 2 heures, ils pointent la colline parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a de l'autre côté, tout comme on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans le futur. Ou les aborigènes en Australie pensent le temps avec la métaphore du soleil. Le temps s'écoule toujours de l'est vers l'ouest. Donc si je prenais une série de photographies qui décrivent une séquence comportementale, comme aller chasser, cuire la viande et manger, vous allez tous la distribuer chronologiquement de la gauche vers la droite, et eux toujours de l'est vers l'ouest. Donc selon où ils sont assis, ça peut partir comme ça, comme ça. Et puis en plus de la culture, il y a aussi nos difficultés, parce que comme pour l'espace, je pense que le temps aussi est un miroir de nos expériences et donc de nos difficultés. Et je considère que les différents symptômes mettent l'accent sur une partie de la temporalité. Par exemple, dans le traumatisme, c'est un peu la tyrannie du passé. Déjà au niveau perceptif, si quelqu'un a un stress post-traumatique, il ne se souvient pas, il revit l'événement. Ou même au niveau narratif, où le présent est vécu comme une conséquence du passé et le futur un destin déjà écrit. Ou dans les troubles anxieux, c'est un peu l'inverse, c'est la prédominance du futur, c'est l'anticipation constante d'un futur imminent qui écrase les autres dimensions temporelles. Et dans les addictions, c'est plutôt l'immédiateté et la répétition. L'immédiateté parce que les patients dans une addiction sont habitués à tout de suite. Les produits maintiennent ses promesses immédiatement. Si on veut chasser une émotion, on prend les produits le plus vite possible.
Et puis, il y a aussi les rituels de consommation et leur répétition qui alimentent un présent suspendu, un temps éternel de l'urgence, dans lequel l'écoulement du temps ne laisse pas de traces. Là aussi, vous pouvez un peu imaginer ça, parce que si je vous demande qu'est-ce que vous avez fait la semaine du 15 novembre, vous ne savez pas, vous devez regarder l'agenda. Mais si je vous demande qu'est-ce que vous avez fait la semaine où vous étiez en vacances en Grèce, vous me dites tous les jours ce que vous avez fait. Pourquoi? Parce que quand on est dans la répétition et la routine, le temps ne s'inscrit pas. Et donc c'est pour ça que quand les patients addicts passent dans une phase d'éloignement par rapport au produit, ils se voient plongés dans une temporalité complètement différente. Et donc souvent ils témoignent d'un temps long, d'attente insupportable, d'ennui. En effet, nous ne sommes plus maîtres du temps si le temps est le temps de la relation, de l'altérité, d'une temporalité qui nous connecte à celle sociale et à celle des autres. Et le cadre thérapeutique offre une structure du temps autre que celle du symptôme, qui alterne les temps pleins et les temps vides pour aider les patients aussi à réapprivoiser les vides et les voir comme une possibilité. Et puis je pense aussi que fondamentalement, réapprendre à se relier au temps augmente aussi nos capacités de penser, car penser, c'est penser le temps. Dans l'évolution de la vie sur Terre, il y a eu un moment, il y a 288 millions d'années, quand les capacités cognitives des espèces ont augmenté considérablement. C'est quand nous sommes passés d'être des animaux aquatiques à des animaux terrestres. Les poissons évoluent dans un environnement très homogène, avec un horizon visuel très court. Et donc un poisson, quand il perçoit notre poisson, il est déjà en interaction avec. Donc il doit réagir dans l'immédiateté. Quand nous avons commencé à habiter la Terre, c'est un environnement très dishomogène, avec un horizon visuel qui a augmenté de 100 fois. Donc nous avons commencé à percevoir des parties de l'environnement ou d'autres espèces comme les prédateurs avant d'être en interaction avec. Donc nous avons commencé à anticiper, à penser le futur et à développer la faculté complémentaire de mémoire, à penser le temps. Et c'est à ce moment-là que les capacités cognitives des espèces ont augmenté considérablement. Et c'est pour ça que votre chat est plus intelligent que votre poisson rouge, parce que votre poisson rouge n'a pas de mémoire et vit dans l'immédiateté, et votre chat pense le temps. Les dauphins ont triché parce qu'ils ont évolué sur Terre et puis sont retournés dans la mer. Les orques aussi. Et donc, c'est limité à penser les présents, s'enchaîner à l'immédiateté comporte une diminution de notre capacité d'élaboration et d'imagination. Ce n'est pas un hasard pour moi que ce qu'on appelle symptômes, qui coïncident avec une difficulté à penser les changements, se traduisent souvent par un temps suspendu, un temps figé, un temps de l'urgence. Or, c'est pour ça que je pense que c'est très important de réintroduire la notion de temporalité dans la prise en charge, d'aider les patients à structurer, pas à remplir, mais à structurer le temps, à apprivoiser les vides et l'absence, et nous aussi à situer notre intervention, à situer notre rencontre avec les patients dans une trajectoire plus large qui commence avant nous et qui va continuer après nous, sans se laisser absorber par les trous noirs de l'urgence. Et pour conclure, parce que je pense qu'on y est, je pense que les différentes crises actuelles auxquelles nous sommes confrontés en tant que société, géopolitique, migratoire, sociale, économique, écologique, de santé mentale, ne sont pas des phénomènes séparés mais interconnectés. Ne sont pas différentes crises, mais une seule crise aux multiples visages. Une crise épistémologique, une crise liée aux idées qu'on utilise pour regarder et agir sur le monde. Une crise multiple liée à la pensée linéaire, liée à l'idée que nous sommes séparés de l'environnement que nous partageons avec les autres espèces. L'idée que nous pouvons contrôler, soumettre, plier et piller tout ce qui nous entoure sans que cela n'engendre la moindre conséquence pour nous. C'est cultiver l'illusion que tout changement soit gouvernable, évitable et que les crises soient une exception. C'est considérer que nous pouvons vivre dans l'immédiateté sans penser le temps, sans inscrire nos actions dans une trajectoire, sans peser leurs conséquences futures.
Or, la pensée systémique nous offre d'autres idées pour regarder et agir sur le monde. Ne pas oublier que nous sommes une partie, seulement une partie et toujours une partie d'un ensemble plus large et que notre destin dépend de notre capacité à prendre soin de celui des autres. Accepter la compagnie de l'incertitude, renoncer à l'illusion du contrôle et de l'homogénéité, penser la transmission comme un processus participatif qui doit être pensé dans le temps et porté dans le temps, dans la reconnaissance de notre lien à l'environnement. C'est tout. Bon, mais mesdames et messieurs, à vous de travailler maintenant, de réagir et de rebondir sur ce qui vient d'être magistralement proposé. À Maurizio, la parole vous appartient. Si vous ne me posez pas de questions, c'est Jean qui va le faire. Alors, j'ai peur. Est-ce que vous pourriez m'expliquer, Maurizio, pourquoi Trump a été élu, non? Sur la fin, tu as accéléré ton propos. Oui. Tu as voulu rassembler beaucoup d'idées. Il y en a une que tu as, à mon sens, pas assez développée à la fin. C'est comment travailler avec l'incertitude. Tu peux un peu déployer ta pensée parce que sur la fin, tu as brassé cette phrase parmi d'autres et elle est tellement intéressante parce que, comme tu disais, le produit de l'incertitude. Donc, si on retire le produit, on produit de l'incertitude. Comment est-ce qu'on travaille avec l'incertitude? Bien sûr. Alors, par rapport aux addictions, l'idée, c'est pas d'éliminer les produits, mais de trouver des alternatives, de répondre autrement à la fonction du produit, en sachant que par rapport à l'incertitude, on passe forcément d'une seule solution, qui est le produit, à une multitude de solutions partielles, donc à la capacité aussi d'être déçu, d'attendre, de trouver, de cohabiter avec la partialité, si on veut. Donc, l'incertitude, c'est surtout accepter ça, renoncer un peu l'idée qu'on puisse s'accrocher à une seule solution, extérieure à nous d'ailleurs, et renoncer à toutes les idées qui vont avec. Donc, cette illusion de l'homogénéité comme solution, et ça répond aussi peut-être à la question sur Trump. Et aussi à l'illusion du contrôle, parce que je vous ai montré la courbe qui décrit les crises dans tous les systèmes, mais nous sommes un système sémantique qui par les langages agit sur la réalité, et donc contrairement aux autres systèmes qui traversent les crises parce qu'ils les traversent, nous on résiste, nous on a peur. Et donc je pense que pour traverser l'incertitude, apprendre à traverser l'incertitude, il faut d'abord déconstruire ces idées qui sont des injonctions sociales aussi, qui sont liées à cette illusion de pouvoir tout contrôler, d'être séparé de ce qui nous entoure, de pouvoir... je pense qu'accepter l'incertitude, ça veut dire tout simplement accepter qu'on est une partie d'un système, en fait, et que donc, par définition, on ne peut pas tout contrôler. Bonjour. Merci pour votre intervention, c'était très intéressant. J'aimerais revenir sur la question sur la fonction du type C, parce que le type C, ça a l'air assez désespéré comme ça quand vous en parlez en termes de fonction. Puis vous avez parlé de la question dans l'attitude thérapeutique de reconnaître la fonction périodique. Mais comment, à part dire comment on entre dans cette démarche-là pour travailler avec la personne sur ces aspects-là au niveau du type C? Je dirais les grands défis pour le type C, c'est que c'est un fonctionnement qui se replie sur lui-même, qui se détache un peu de la société et qui donc qui peut être pour l'observateur extérieur un peu désespérant. Ce matin, on a entendu parler de la résignation comme du danger plus grand.
Mais effectivement, il ne faut pas s'arrêter à ça, il faut essayer de se reconnecter à ses patients d'une façon ou d'une autre, parce que c'est à partir de ces liens qu'après on peut les raccompagner vers une capacité à traverser les changements. Alors, il y a toujours d'abord une partie des pertes. Je pense que la clinique des addictions, c'est accompagner quelqu'un dans un processus de perte et de retrouvailles avec le monde. Il y a d'abord la perte du produit et se confronter à toutes les pertes que le produit masque pour après réapprendre à être en lien. Donc je pense que le premier défi, c'est dans notre regard, en fait, de ne pas le voir comme quelque chose d'immodifiable, même si c'est périodique. De trouver un peu un équilibre entre ça et l'autre polarité qui serait de désirer sa place. Donc il faut un peu se positionner entre les deux. Et en arrivant à créer la possibilité d'un lien, à partir de là, il y a des choses qui peuvent se remobiliser. Mais bien sûr, il faut porter plus que dans les autres phases, disons. Merci. Oui, merci beaucoup pour votre intervention. Vous évoquez le temps et je me posais la question du rythme aussi, soit dans l'espace thérapeutique, soit dans le fait que quelque chose puisse se passer, justement. La question de La question du rythme. Le rythme, bien sûr. Oui, le rythme de façon générale est une notion très importante parce que l'idée de rythme implique l'idée d'absence aussi. C'est-à-dire le rythme, c'est quelque chose qui implique l'action, l'événement, et puis l'intervalle entre l'autre moment. C'est ça qui définit le rythme. Et si on veut, pour moi, c'est une belle métaphore en fait du défi des addictions, c'est-à-dire d'arriver à cohabiter avec cette phase d'absence entre une chose et l'autre. C'est pour ça que je parlais de structurer et pas remplir le temps. C'est que beaucoup de patients, quand ils renoncent au produit, ils ont tendance à vouloir faire soit une chose jusqu'à se blesser. Je sais pas, je commence le sport, je le fais jusqu'à me blesser, ou soit à vouloir tout remplir. Quand l'idée, c'est, je pense, de créer une structure avec quelque chose et puis de traverser les vides entre une partie et l'autre. Aussi parce que nous, culturellement, nous avons la tendance à considérer les vides à l'intervalle négativement. Le latin disait horror vacui. Mais en fait, par exemple, au Japon, il y a un mot ma pour décrire l'intervalle dans le rythme, qui est un mot qui décrit, si vous voulez, ce qui se passe entre un mouvement de danse et l'autre, ou entre une note et l'autre note dans la musique. Et qui donc, quelque part, qui exprime plutôt l'intervalle comme possibilité, comme ce qui met en relation. Et je pense qu'en effet, quand je parlais d'apprivoiser le vide, c'est d'aider les patients à voir l'absence comme aussi une possibilité, l'espace pour les désirs, pour les projets. Et donc les rythmes, effectivement, que ce soit le rythme d'une cure, les rythmes de la thérapie, etc., c'est vraiment l'effet d'articuler les vides et les pleins, et de donc faire habiter les vides autrement. Merci. Alors, pour s'inspirer de la remarque de Benoît, pour respecter le rythme et les intervalles, on va faire une pause, repas. On se retrouve à quelle heure? À 14 heures. Et avant qu'on se quitte, il y a, merci Benoît, les dessins de Monsieur Benoît. Merci beaucoup pour ton travail. Merci.